que l'éclectisme guidait notre programmation, on vous propose donc de s'interroger tout de suite, pourra-t-on réduire l'impact des séismes? Réponse avec notre expert. Il s'agit de Fabrice Coton, professeur de sismologie à l'université de Potsdam et au centre Helmholtz des sciences de la Terre. Il échange tout de suite avec Béatrice Parinaud, qui est rédactrice en chef adjointe au journal Le Point, et le tout évidemment sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci, bonjour à tous. Merci Boris pour la présentation. En effet, on va parler de séisme avec vous. Peut-être dans notre un passé très proche, des images qui sont encore en tête, dans nos têtes, dans toutes les têtes, c'est ce séisme en 2023 en Turquie. Il nous a surpris par son ampleur et par les dégâts causés. Vous, votre point de vue, est-ce que c'était un événement inattendu et dans quelle mesure vous avez été surpris par cet événement et est-ce qu'il était aussi éloigné que ce que pouvaient prévoir vos modèles ? Ouais, c'est une très, très bonne question. Effectivement, je vous montre quelques images du séisme. Plus de 70 000 personnes tuées, des dizaines de milliers de bâtiments endommagés. C'est effectivement une question importante. Est-ce que c'était vraiment une surprise? Alors, je vous montre peut-être pour commencer une carte qu'on avait développée en 2020 qui montrait les zones à risque d'un point de vue sismique en Europe et les zones où on s'attendait à des dégâts d'un point de vue économique et d'un point de vue mort. Et vous voyez que la zone où le séisme a eu lieu, hein, je vous répète, la carte est élaborée 3 ans avant le séisme, c'était une zone qui était identifiée à risque. Hein. Donc, qu'est-ce qui nous a surpris? Alors, je vous montre peut-être les failles qui étaient dans le modèle qu'on avait utilisé en 2020. C'est en rouge. Et on voit par derrière l'image satellite qui montre le contraste entre le rouge et le bleu vous montre là où le séisme a vraiment fait bouger une faille. Et vous voyez que la faille de 2020, elle correspond là à l'endroit où ça a bougé en 2023. Donc pas de surprise sur la faille. Et même dans le modèle, on avait fait des scénarios de séisme. Et dans l'ensemble des scénarios qui étaient utilisés pour élaborer le modèle en 2020, on avait un séisme de magnitude 7,75 qui est très proche du 7,8 qui a eu lieu en 2023. Et 9 heures plus tard, vous savez qu'il y a eu un 7,6 plus au nord. Il était aussi dans notre modèle en 2020. Donc on n'a pas été surpris par les séismes, on n'a pas été surpris par la faille. On a eu une surprise, je vous la montre et puis après on continue à discuter. Lorsqu'on faisait des calculs du nombre de morts élaborés par le séisme en 2020, pour ces deux séismes-là, on aboutissait à 13 000 morts en moyenne. Vous voyez, c'est une courbe. Il y a des incertitudes, donc on a une courbe de Gauss. Hein. Mais en moyenne, on avait une estimation de 15 000 morts pour la somme des deux séismes. Et en fait, il y en a eu 3 fois plus. Hein. Je vous parle que pour la Turquie. Hein. Donc on a été pas surpris par la géologie, mais on a été surpris par l'impact. Et la leçon que vous en avez tirée, c'est que votre modèle était mal ficelé ou qu'il y avait autre chose de présent structurellement en Turquie dont vous n'aviez pas tenu compte et qui était essentiel. Alors, oui, on avait fait une faute. Une faute. Je crois qu'il faut revenir à pourquoi les bâtiments tombent. Hein. Pourquoi les bâtiments tombent pendant un séisme? En fait, les ondes sont générées au niveau de la faille, elles se propagent dans la Terre et elles vont, du fait de la loi de Descartes, on va dans des vitesses de plus en plus faibles, donc les raies des ondes vont se recourber et arriver à la verticale sous les bâtiments. La première onde, c'est une onde P qui va faire bouger les bâtiments dans la verticale. Un bâtiment, il est habitué à soutenir des variations de charge verticale, hein, parce qu'il y a plus ou moins de gens dans le bâtiment, plus ou moins de meubles. C'est son rôle de soutenir des efforts verticaux. Par contre, en horizontal, et c'est les ondes S qui arrivent juste derrière, les ondes S, elles sont transverses par rapport à l'incidence de l'onde. Elles vont faire bouger les bâtiments dans le sens horizontal. Et un bâtiment, s'il n'a pas été conçu pour soutenir cet effort horizontal, il va tomber. Hein. Et donc, pour cela, on a des normes parasismiques qui permettent de soutenir cet effort horizontal. Et je vous montre le problème qu'on a eu, c'est que dans nos modèles, on assumait que les bâtiments construits après 1999, après la révision des normes parasismiques en Turquie, tenaient au séisme. Et c'était ce qui était dans nos modèles. Et en fait, on voit ici un exemple d'un séisme d'un bâtiment où il y a eu 600 victimes à Antakya. Un bâtiment
qui était un bâtiment très cher. C'était des bâtiments construits pour des résidences de luxe, donc vraiment construits pour des gens riches, hein, ça aussi c'est intéressant, qui est tombé alors qu'il aurait dû résister avec les normes parasismiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans nos modèles. C'était l'élément essentiel. Mais construire aux normes sismiques, ça a un coût, parce que vous avez dit c'était des bâtiments chers, c'était des bâtiments pour des personnes qui avaient les moyens. Mais au-delà de l'exemple turc, ce sujet du coût de construction, c'est un vrai frein c'est le premier frein peut-être. Je crois pas. Je crois pas. Effectivement, c'est une remarque qu'on nous fait souvent. Le coût d'une norme parasismique, on comprend bien qu'il faut simplement que le bâtiment soit capable de résister à des efforts horizontaux, donc qu'il soit assez régulier, qu'il y ait des renforcements dans les murs. C'est pas des coûts énormes. C'est 3 à 5% du gros œuvre. 3 à 5% du gros œuvre. En région parisienne, par exemple, ce qui fait le prix du bâtiment, c'est le terrain. C'est pas forcément le gros œuvre. C'est les aménagements intérieurs aussi qui coûtent très cher. Et donc le coût est pas énorme. Ce qui manquait, alors c'est notre analyse, hein, c'était pas un problème d'argent, c'est un problème. C'est pas un problème non plus de compétences. Hein. Je voudrais être clair là-dessus. Je vous montre ici un bâtiment qui a parfaitement résisté. Vous voyez, le bâtiment est intact au milieu d'un champ de ruines. Un bâtiment qui a très bien résisté. Et sur le mur du bâtiment, c'est écrit TMMOB. Vous voulez dire, qu'est-ce que ça signifie TMMOB? Ça signifie Union des chambres des architectes et des ingénieurs turcs. Et donc, ça voulait dire que, c'est un exemple qui montre bien que les compétences existaient. Nos collègues turcs sont très compétents en génie civil, en sismologie. Les compétences locales existaient, les codes parasismiques existaient. Ce qui a manqué, c'est une culture qui fait que les décideurs, une culture du risque qui fait qu'on applique les normes simplement. À l'opposé, il y a un pays qui a vraiment cette culture, qui pousse cette culture à l'extrême, c'est le Japon, qui lui aussi a été victime récemment d'un séisme d'une grande ampleur. Et pourtant, les dégâts sont quasi invisibles. Il y a eu évidemment quelques victimes, mais très peu. C'était, me semble-t-il, un séisme plus ou moins de la même ampleur qu'un séisme précédent à Haïti. Et on voit tout de suite la différence. Si vous pouvez peut-être nous rappeler leur ampleur et les conséquences de part et d'autre. Ah oui, alors il y a un exemple que j'utilise dans mes cours avec les étudiants à l'université de Potsdam, qui est le séisme de Tohoku. Vous vous souvenez, qui a endommagé Fukushima. C'était un séisme de magnitude 9, vraiment un très très gros séisme. Il a fait 30 000 victimes, principalement dues au tsunami. Et en 2010, on avait eu un séisme à Haïti, à magnitude 7. Donc 7 par rapport à 9, l'énergie sismique dégagée, c'est à peu près un facteur 1000. Donc le séisme de Haïti, 1000 fois moins énergétique que le séisme de Tohoku, et il a eu 300 000 victimes. Donc 1000 fois moins énergétique à Haïti et 10 fois plus de victimes qu'au Japon. Donc ça montre bien que l'efficacité de la construction, de la culture, un autre pays qui est très performant, c'est par exemple Taïwan. Le dernier séisme à Taïwan, il y a eu des victimes à cause des glissements de terrain, mais très peu à cause de l'endommagement des bâtiments. Et donc, on est dans des pays, à Taïwan et au Japon, où quasiment on n'est plus sur la protection des gens, on est sur le fait que les séismes ne doivent pas ralentir l'économie. On est sur un autre stade. Alors moi, j'ai en mémoire ces images au Japon, où ces bâtiments, ces maisons un petit peu penchées, mais les personnes arrivent encore à rentrer chez eux. C'est vraiment ça, entre guillemets, la technologie qui permet d'absorber l'énergie. Je ne sais pas si vous avez des images où... Alors au Japon, ils ont deux avancées majeures. C'est effectivement des bâtiments qui sont construits sur les normes parasismiques depuis très longtemps. Quand on loue un appartement au Japon, le prix de la location, moi j'ai vécu au Japon, le prix de la location dépend de l'âge du bâtiment. Et effectivement, pourquoi? Parce que les Japonais savent très bien quelles sont les dates d'amélioration des codes parasismiques, des normes parasismiques, et ils préfèrent payer un peu plus cher de loyer pour être dans des bâtiments aux dernières normes, par exemple. Et la seconde option, c'est qu'ils ont des systèmes de early warning qui les préviennent de l'arrivée des ondes. On en parlera peut-être un peu après. C'est une autre façon de se protéger, qui est complémentaire des normes parasismiques, et le fait que vous allez recevoir sur votre téléphone une alerte comme quoi les ondes qui ont été générées par la faille à quelques dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres, ça dépend de la distance, et sont en train de se propager vers vous, et que vous avez quelques secondes
pour sortir de votre bâtiment. C'est un deuxième type de protection. Si on reste sur les normes sismiques, on a pris des exemples assez criants, mais quid de la France? Parce qu'en France, il y a des zones qui sont particulièrement exposées. Quand on a préparé cette conférence, je vous racontais au téléphone que j'ai grandi enfant à Nice et qu'on faisait des exercices. On nous expliquait où on devait se cacher, pas se cacher, mais pour voilà, quand le séisme arriverait. Mais est-ce que les normes, comment ça fonctionne en France, les normes sismiques entre Paris et Nice, qui est une zone sismique? Est-ce que c'est les mêmes règles de construction ou Non, effectivement. À Paris, par exemple, il n'y a pas d'obligation de normes parasismiques parce que la zone est très calme. La région parisienne, c'est une des zones les plus calmes de France. Si vous allez vers les Alpes, les Pyrénées, là, vous allez devoir, lorsque vous construisez un bâtiment, suivre ces normes. Est-ce que ces normes sont suivies? A priori, j'espère qu'elles sont suivies. Est-ce qu'on a la culture sismique générale? Je sais qu'il y a actuellement le mot norme est un peu un mot que les gens n'aiment pas parce qu'ils ont l'impression que ça ralentit l'économie et tout ça. Mais encore une fois, quand votre bâtiment commence à trembler parce qu'il y a un séisme, vous espérez que ces normes existent, vous espérez qu'elles étaient suivies. Hein. Mais oui, en France, on a les mêmes normes qu'en Turquie. C'est des normes qui sont maintenant harmonisées au niveau européen. Il y a des groupes de travail. La carte que je vous montrais au début, elle a été conçue pour un groupe de travail européen qui vise à ce que les normes existent sur l'ensemble de l'Europe. Vous l'avez un peu évoqué, le sujet des technologies qui sont utilisées au Japon. En fait, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est déjà opérationnel au-delà du Japon? Ou est-ce que c'est une bonne idée de chercheurs qui n'est pas encore déployée? Alors, au Japon, ces systèmes qu'on appelle early warning, alerte précoce, sont à Mexico, au Japon et en Californie, ils sont déjà implémentés. Mais ça suppose qu'il y ait une infrastructure de stations sismologiques très dense, ce qui n'est pas, qui n'existait pas en Turquie. Par contre, ce qui se développe assez rapidement, et je peux vous montrer après les exemples. Quand vous dites des structures sismologiques, c'est en fait des groupes, des personnes qui font de la veille, des professionnels. Non, des stations. Non, d'accord. Oui, il faut des infrastructures. Il faut un instrument qui va mesurer les ondes générées par le séisme et un réseau. C'est-à-dire une station seule ne suffit pas. Lorsque le séisme déclenche plusieurs stations, il y a une alerte qui peut être envoyée et ensuite il faut un système pour que l'alerte soit propagée vers les gens. Ça existe dans certains pays, ça nécessite une infrastructure malheureusement assez lourde qui se justifie que si on est dans une zone très sismique. Voilà. Donc ça c'est une manière classique de lancer ces alertes précoces. Ouais. Mais avec mon téléphone, il n'y aurait pas un petit moyen quand même d'être alerté au-delà de recevoir un SMS? Est-ce que ça peut pas être un outil utile? Alors effectivement, on avait discuté de ça. Effectivement, il y a un changement majeur dans la façon d'aborder nos sciences. C'est le fait que les smartphones se développent. Alors je vous montre toujours cette photo qui vient d'un collègue, Rémi Bossu, qui a beaucoup développé les applications sur smartphone, qui travaille au CEA à Bruyères-Châtel et qui est en France, et qui montre toujours cet exemple entre l'élection du pape Bénédicte XVI et le pape Francis. On voit bien que les smartphones ont changé notre façon d'aborder le monde, et je vois que vous sortez vos smartphones. Ça a changé notre façon d'aborder le monde. Et effectivement, il y a des applications qui sont développées, qui se sont développées. Ça, c'est l'application qui a été développée par Rémi avec l'aide de la Maïf, par exemple, en France, qui est une application que vous pouvez télécharger, qui va vous renseigner sur les séismes qui ont lieu, et vous pouvez en retour dire que vous avez ressenti le séisme et envoyer des photos même de ce que vous avez ressenti. Donc, il y a un dialogue qui s'instaure. Alors, séisme de Turquie, c'est cette application, par exemple, quand vous ressentez un séisme, vous pouvez cliquer sur l'image à gauche qui représente le niveau de ce que vous avez ressenti. Et cette information, elle est renvoyée au centre de données. Et on s'est rendu compte, au début, c'était simplement pour informer les gens. On s'est rendu compte que, je vous montre par exemple le séisme de Turquie encore, 1200 personnes réagissent en moins de 10 minutes. C'est énorme. Énorme. Pour la Turquie, on a une centaine de stations sismologiques, pas plus. Et donc là, on a 10 fois plus d'informations
en 10 minutes que ce qu'on a avec nos stations classiques. Et donc, il y a une nouvelle science qui est en train de se développer, c'est comment on peut utiliser ces données citoyennes pour améliorer la prévention. Comment on pourrait faire? Une fois que j'ai cliqué, j'ai dit, j'ai ressenti, ça secouait un peu fort. Là, par exemple, c'est ce qu'on a développé il y a 2 ans. Ce qu'on voit, il y a 1200 personnes qui ont ressenti le séisme. En fait, on peut utiliser cette information pour dire il y a eu un gros séisme, parce qu'on a la taille de la zone qui a été affectée. Donc, selon la taille et le nombre, et l'étude des séismes anciens, on dit, bon, on peut avec ce séisme-là, on a montré qu'on aurait pu, au bout de 10 minutes, dire il y a eu un gros séisme qui a été endommageant, qui s'est développé. 10 minutes, retenez ce chiffre, c'est ce qu'on obtient en utilisant ces données smartphone. La méthode classique pour dire qu'il y a eu un gros séisme, c'est la méthode de l'USGS aux États-Unis. On enregistre avec nos stations les séismes. Ensuite, on va localiser le séisme et sa taille, on va modéliser les vibrations sismiques, on va modéliser l'impact sur les gens, et on va dire, à l'issue de toute cette chaîne de modélisation, on va dire, il y a eu un gros séisme, il faut envoyer des secours, ça prend à peu près 30 minutes. Donc on voit bien que finalement, avec ces smartphones, on peut avoir une information complémentaire, elle ne remplace pas, elle est complémentaire, mais elle peut déjà alerter très très vite les gens. Et ça permet d'avoir une réponse très rapide. Une deuxième chose, et moi sur laquelle je crois un peu plus, qui est le fait que, deuxième chose qui est développée, une deuxième application qui s'appelle Earthquake Network, qui est développée par un collègue depuis 2013, ça commence à être ancien. Lorsque votre smartphone charge et que vous avez chargé cette application, votre smartphone devient un sismomètre. Il va enregistrer carrément les vibrations. Donc là, ce n'est pas la personne qui va réagir, c'est directement le sismomètre. C'est-à-dire, je dors et malheureusement, pendant mon sommeil, il y a un séisme qui ne me fait pas réagir parce qu'il n'est pas suffisamment fort ou je suis trop endormie pour ça. Mais mon téléphone qui est juste à côté, lui, est suffisamment sensible et grâce à cet outil, il va informer et potentiellement mon voisin qui est à 20 km et qui, lui, risque une secousse un peu plus forte va en être informé. C'est ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. Le smartphone agit comme un instrument. Hein. Vous savez que vos smartphones, il y a toujours un accéléromètre dedans, hein, parce que lorsqu'il tombe, ça permet de le protéger, ça permet de fermer les applications. Et donc le smartphone, il est en train de charger sur votre table de nuit. Et lorsque peut-être votre micro un peu plus proche. Lorsque la table de nuit vibre, et le smartphone va enregistrer et renvoyer cette information au site central. Alors, en Turquie, par exemple, ce qu'on a montré, il y avait déjà 33 000 personnes qui utilisaient cette application en Turquie. Et en Turquie, je vous montre, il y a eu à peu près une quinzaine de smartphones qui avaient cette application, qui étaient en train de charger, qui ont détecté le séisme. Et ils l'ont détecté à peu près une dizaine de secondes après l'épicentre. L'épicentre est marqué par la croix rouge, en fait. Mais en fait, la faille, 10 secondes, retenez ce chiffre, 10 secondes après le séisme, les 15 smartphones où l'application est enregistrée détectent un séisme et envoient l'information, il y a un séisme, un gros séisme qui vient de se produire. Et en fait, en violet, vous voyez la taille de la faille qui a cassé. Cette faille, elle était énorme. Faut se figurer une faille qui va de Lyon à Montpellier. Hein, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Une faille qui va de Lyon à Montpellier. Et donc, au bout de 10 secondes, l'épicentre qui est près de Lyon, les gens les smartphones envoient l'information. Il y a un gros séisme qui a lieu. Et cette information peut être envoyée avant que les ondes arrivent à des gens qui sont très loin, par exemple, qui sont à Montpellier. Et si on regarde, alors ça c'est tout à l'heure, vous voyez en bas, ce que montre, c'est un schéma un peu compliqué, mais il montre en rouge le temps où a lieu le séisme, en bleu le moment où les smartphones déclenchent l'alerte, et en bas vous avez les vibrations qui ont été enregistrées à Antakya. C'est l'endroit où le bâtiment où il y a eu 600 victimes est tombé. Et vous voyez qu'en fait, entre le bleu et l'arrivée des ondes à Antakya, il y a à peu près 1 minute. Donc si ce système avait existé, avait été généralisé, soit par des smartphones, soit par des méthodes classiques comme ça existe au Japon, les gens auraient eu à peu près 1 minute pour réagir. Alors est-ce que c'est assez ou pas ?
C'est une discussion qu'il y a dans notre communauté. Ça permet de diminuer l'impact, notamment sauver les mémoires d'ordinateurs, de fermer les vannes de gaz, diminuer le risque incendie, fermer l'entrée aux ascenseurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en 1 minute. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alerte précoce. Et c'est ce qu'on peut faire de mieux actuellement. Normes parasismiques d'un côté, éviter que le bâtiment tombe, alerte précoce, avertir les gens quelques secondes, maximum 1 minute, avant que les ondes arrivent. Alors, il y a autre chose peut-être qui pourrait être explorée par les chercheurs, dites-moi si c'est déjà le cas, mais on n'en a pas forcément conscience, mais dans nos océans, on a de nombreux câbles sous-marins qui ne transportent pas que de la donnée pour regarder Netflix. Est-ce que ça peut vous être utile? Parce que souvent, les épicentres ne sont pas sur Terre, ils sont en mer. Ah oui, c'est un énorme sujet de notre communauté. Si on prend la ville d'Istanbul, par exemple, lorsque je vous montrais la carte des zones, des zones où on peut avoir des problèmes, vous voyez que la zone la plus rouge sur la carte, c'est Istanbul, hein, dans le détroit du Bosphore et proche de la mer de Marmara. Et la faille responsable des dégâts, potentielle, elle est en mer, elle est dans la mer de Marmara. Et donc, il faut qu'on développe des systèmes qui permettent d'observer les failles au plus près de la faille, de façon à pouvoir lancer les alertes précoces dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, effectivement, c'est un sujet qui est très chaud dans notre communauté. On a un projet allemand que je coordonne qui vient d'être accepté. C'est à peu près 30 millions d'euros qu'on va avoir dans les 6 années qui viennent pour instrumenter des câbles de télécommunication. C'est-à-dire, on se sert des câbles de télécommunication qui sont utilisés avec de la fibre optique. Quand il y a un câble de télécommunication, en général, il y a 7 à 10 fibres optiques. Il n'y en a qu'une ou deux qui sont utilisées par l'opérateur téléphonique. Pourquoi à quoi servent les autres? Les autres servent de redondance. C'est-à-dire, si la fibre lâche, les autres fibres peuvent être utilisées en redondance. Et nous, c'est un sujet qui s'est développé à peu près il y a 5-6 ans. On utilise ces fibres non utilisées, on met des capteurs sur ces fibres, et ça permet de mesurer des vibrations le long du câble. Donc ça, c'est un sujet qui se développe assez vite. Sur Istanbul, par exemple, à droite, vous avez les fibres vertes que vous voyez sur Istanbul. À droite, c'est l'ensemble des câbles de télécommunication existants à Istanbul. Certains sont très proches de la faille nord-anatolienne qui va être responsable du futur gros séisme à Istanbul. Donc on espère pouvoir aller au plus proche de cette faille grâce à ces câbles. Dites-moi, est-ce que un jour, on arrivera à prédire un séisme? Est-ce que c'est le rêve ultime pour votre profession? Est-ce qu'on est proche de ça? On est très loin de ça. On est très loin de ça. Alors, ce que je vous ai montré, c'est qu'on sait où ils vont se produire. C'est déjà pas mal. On sait quelles sont les grandes failles majeures. C'est lié aux failles. Parce et le fait que un gros séisme a lieu forcément sur une grosse faille. Un gros séisme, comme on a eu en Turquie, il faut qu'il puisse s'étendre sur des centaines de kilomètres. Et ça suppose des objets géologiques, des failles qui sont majeures. Et les grandes failles, bien sûr, on est notamment dans les zones à sismicité modérée comme la France, sur des séismes plus petits. Là, on va être surpris. On ne connaît pas toutes les failles. Hein. Mais les grosses qui correspondent aux séismes de magnitude 9, magnitude supérieure à 7, en général, on sait où et c'est pour ça qu'on fait ces cartes-là. Le temps, c'est plus compliqué. Prédire l'heure exacte du prochain séisme, on en est très loin. Par contre, c'est aussi une découverte qu'on a fait au niveau du séisme de Turquie. C'est un papier de Nature Communication l'année dernière. En fait, on s'est rendu compte, grâce aux nouvelles méthodes de machine learning, on peut détecter tous les petits séismes, ce qu'on n'arrivait pas avant. C'est-à-dire on enregistre de façon continue les séismes sur nos stations et on va pouvoir extraire les plus petits séismes grâce à des méthodes de reconnaissance de machine learning. Donc on crée des catalogues de milliers de séismes vraiment de façon très facile, alors qu'avant il fallait qu'il y ait quelqu'un
J'ai fait ça il y a longtemps, quand j'étais stagiaire. Quelqu'un prenne les enregistrements et aille mesurer les arrivées des ondes P, des ondes S. Mais non, c'est fait de façon automatique avec ces méthodes de machine learning. Et ce qu'on a vu en Turquie, on a vu que pendant 8 mois, on l'a vu après, bien sûr, on s'est rendu compte après, mais pendant 8 mois avant le gros séisme, il y a eu des petits séismes qui se sont développés. Il y a eu des essaims, on les voit très bien sur la figure, des essaims C1, C2, des essaims de petits séismes. Et si on regarde, la courbe du haut en pointillé, dans la zone très proche de l'épicentre, on voit que 8 mois avant, il y a eu une augmentation du nombre de petits séismes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, notre interprétation, c'est que proche de l'endroit où le gros séisme va débuter, on a un affaiblissement de la faille avec un craquellement, des petits séismes qui ont lieu. Voilà ce qu'on observe. Est-ce que c'est suffisant pour prédire l'heure du prochain séisme ? Bien sûr que non. Bien sûr, on ne comprend pas bien pourquoi on a ces petits séismes. On ne sait pas bien les interpréter. Il faut qu'on répète ça sur des centaines de séismes avant de pouvoir être sûr que ça annonce le prochain séisme. Mais c'est ça notre rêve en fait, c'est pouvoir aller observer cette phase de préparation. Mais qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir dire que vous ne pouvez pas encore dire, que vous ne savez pas et qui... Alors moi, je ne pense pas qu'on ira vers pouvoir dire aux gens il va y avoir un séisme mardi. Ça, je ne pense pas. Par contre, on peut peut-être faire quelque chose qui se fait, par exemple, pour les alertes terroristes. Dire on passe d'un niveau Vigipirate vert à un niveau Vigipirate orange, rouge. De façon à ce qu'il y ait une préparation des gens, qu'il y ait des réserves un peu d'eau, peut-être un peu moins de tourisme dans ces zones-là. Ce qu'on voit un peu à Santorin en ce moment, c'est-à-dire qu'à Santorin, ce qui se produit, c'est peut-être quelque chose comme ça. On voit ces petits séismes par milliers qui sont en train de s'aligner sur une zone. Est-ce que ça correspond à la préparation d'un futur séisme, à une montée du magma ? On ne sait pas trop, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais en tous les cas, on aimerait avoir un peu plus de critères, un peu plus de modèles qui nous permettent de dire aux décideurs, aux populations, oui, là, on est en train de passer de orange à rouge, ou on est en train de... Voilà, c'est ce qu'on aimerait faire, avoir des niveaux d'alerte différenciés. Mais par exemple, on attend ce fameux nouveau Big One en Californie. Vous n'arrivez pas à nous dire si on est forcément déjà en alerte orange là-bas, mais ce orange, il est un petit peu rougeâtre ou... Ça, vous savez le dire quand même. On sait dire que plus le temps passe, plus on s'approche de ce Big One. Parce qu'on sait mesurer le chargement de la faille. Avec des données GPS, on voit très bien que les deux blocs sont en train de bouger. On voit très bien que la faille est bloquée. Donc les blocs qui sont de part et d'autre de ces grandes failles, il faut les imaginer comme une règle en plastique qui est en train de se courber petit à petit. Et à un moment donné, on sait que ça va partir. Donc ça, on observe, on est capable de faire des calculs probabilistes. On fait ça en cours, qui calcule la probabilité que ce Big One ait lieu les 30 prochaines années. Ça, ce type de calcul, on sait faire. On sait transformer ces probabilités en un coût potentiel annuel pour les assureurs. C'est ce que font les assureurs. Mais est-ce que c'est le mieux qu'on puisse faire actuellement ? Voilà. Mais certains de vos collègues, je parle d'un autre séisme qui a eu lieu il y a quelques années, c'était en Italie, c'est le séisme de l'Aquila. Un de vos collègues avait pris la parole et annoncé publiquement, même à la télévision, des journalistes s'étaient empressés en disant dans quelques jours, il va y avoir un séisme. Il y avait eu tout un débat pendant ces journaux-là. Finalement, on s'en était tenu au fait que non, il n'y aurait pas de séisme. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu un procès et vos collègues, certains de vos collègues ont été poursuivis et condamnés. Et ceux qui ont été condamnés, c'est ceux qui ont dit « ça ne va pas se passer ». Alors, c'était pas exactement passé comme ça. Je suis journaliste, du coup, je raconte une histoire mais simplifiée. C'est une histoire très importante. C'est une histoire très intéressante. C'est d'Aquila, 2019, 300 victimes. 300 victimes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé ce qu'on voit à Santorin actuellement, c'est-à-dire des semaines, des mois de petits séismes. Une population qui est sur les nerfs.
la sécurité civile, à un moment donné, choisit de réunir une commission de spécialistes de façon à, quelque part, rassurer la population. Rassurer la population. Et les collègues, dont certains que je connais très bien, viennent, font une réunion. Il y en a un qui est en retard. La réunion est très courte, finalement. Et en fait, dans leur compte-rendu qui sera publié après le séisme, ils racontent exactement ce que je raconte ici. C'est-à-dire que la seule protection, c'est la construction parasismique. On ne sait pas interpréter vraiment les petits séismes. Ces petits séismes peuvent donner lieu à un gros séisme, mais on ne sait pas annoncer l'heure exacte. Exactement ce que je raconte ici. Par contre, il y a une conférence de presse après le séisme où... pas les sismologues, mais le représentant de la sécurité civile italienne dit qu'en fait, que les petits séismes sont en train de décharger la faille et que c'est plutôt rassurant. Ce qui n'a pas été dit dans la réunion. Et en fait, une partie de la population comprend que c'est rassurant. Une partie de la population comprend que c'est rassurant. Et dans certaines familles, la tradition familiale dans cette région-là, qui est une région très sismique, la tradition familiale, c'est lorsqu'il y a un séisme dans la nuit, on sort et on passe la nuit à l'extérieur. Bon, c'est début avril, il fait froid, il y a un séisme, une série de séismes en début de soirée, et dans certaines familles, le choix est fait de ne pas sortir, mais de rester à l'intérieur. Il y a un exemple célèbre d'un papa qui dit à sa femme et à sa fille, non, j'ai écouté la conférence de presse, c'est pas la peine qu'on aille au froid dehors, on va rester chez nous tranquillement, on travaille demain, bon, voilà. Et le séisme a lieu dans la nuit, et il perd sa femme et sa fille dans l'effondrement du bâtiment. Alors bien sûr, cette personne-là, elle était en pointe sur le procès derrière, parce qu'il voulait... Le procès a lieu dans la ville d'Aquila. Au départ, les scientifiques ont été condamnés, c'est vrai. Il y a eu une révision du procès où les scientifiques ont pu démontrer qu'il y avait une erreur de communication, qu'ils avaient mal maîtrisé leur communication, mais qu'ils n'avaient pas dit de choses fausses. Donc c'est une leçon importante pour nous. Et qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que vous êtes davantage prudent? Prenez moins de risques? Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'on devait prendre en compte notre communication nous-mêmes et peut-être éviter qu'il y ait trop d'intermédiaires. Publier des comptes rendus très rapidement, essayer de... C'est pas facile. Effectivement, il y a une certaine prudence. Quand on regarde ce qui se passe à son terrain, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui osent dire vraiment s'engager. C'est pas évident. Donc il y a eu un changement de mentalité et c'est clair que il y a eu la prise en compte du fait qu'il fallait mieux communiquer, mieux partager, faire des scénarios sismiques, construire une culture du séisme beaucoup plus forte dans les zones à risque. Ouais. Il y a un autre sujet qui est important, c'est celui des données. Vous avez parlé du téléphone portable. Vous pouvez potentiellement utiliser des données pour nous informer en amont. Et le sujet des câbles sous-marins, est-ce que là, c'est la thématique de l'utilisation des données qui est assez encadrée en Europe? Comme les normes, c'est un sujet très débattu, mais j'imagine que pour un scientifique, c'est aussi un sujet éthique. Vous en êtes où de ces conversations, de discussions avec vos collègues dans votre communauté? Alors, sur les câbles, c'est un sujet très chaud. Parce qu'effectivement, nous, on l'a abordé tout d'abord d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces câbles? On va développer des technologies, on a testé du matériel. Bon, on l'a abordé d'un point de vue technique. Mais on se rend compte que le frein qu'on a actuellement sur ce projet câble, par exemple, c'est un projet les opérateurs de câbles sur lequel on pourrait installer nos matériels. Ils ne sont pas très chauds pour nous donner la localisation de leurs câbles. Parce qu'en fait, et nous on a besoin de la localisation du câble, parce que, et d'ailleurs avec nos données on peut sans doute les retrouver facilement, la localisation du câble. Et c'est un vrai sujet, parce qu'à partir du moment où il y a du terrorisme et des attaques sur les câbles, les câbles vont devenir, la localisation des câbles va devenir secrète. Et donc on a ce problème-là. Il faut savoir aussi qu'avec nos instruments, on détecte tout. On détecte ces nouvelles technologies de câbles fibre optique, elles sont incroyables. Certains collègues les ont utilisées pour suivre les baleines. On peut enregistrer les baleines, parce que ça enregistre jusqu'à quelques centaines de hertz. Donc ça enregistre les séismes. En basse fréquence, ça va enregistrer les tempêtes. Et à très haute fréquence, ça va enregistrer les animaux marins. Eh bien sûr.
ça enregistre aussi les sous-marins, ça enregistre les avions qui se posent. On a fait une expérimentation à Taïwan et on voyait très bien tous les avions de la base aérienne à côté et donc c'est des données. Je pense on va avoir une difficulté à les utiliser en temps réel. Parce qu'on aura toujours besoin d'un contrôle extérieur qui va nous dire oui, vous pouvez l'utiliser ou vous ne pouvez pas l'utiliser. Et nous, si on ne peut pas l'utiliser en temps réel, on ne peut pas avertir les gens. Donc il va y avoir des discussions, et des discussions ont déjà lieu sur comment on trouve le bon compromis entre la protection, entre la sécurité militaire, sécurité d'un pays, la protection des données des gens, parce qu'on peut aussi enregistrer que vous sortez votre voiture, à quelle heure vous rentrez chez vous. Et tout, à partir de ces données-là, on enregistre très bien les voitures sur ces instruments très sensibles. La protection des données privées et l'utilisation scientifique qui suppose ouverture et reproductibilité des résultats. Ça veut dire mise à disposition de tous les éléments qui ont permis d'obtenir les résultats et le temps réel. Et le temps réel pour toutes ces histoires de protection, c'est très important. Donc on en est là et on va commencer à embaucher des juristes dans nos labos. On en est là, oui. Il faut qu'on... Ouais. Merci. Boris, on va laisser la parole au public. Oui, merci. On peut applaudir Fabrice Coton déjà. C'était quand même particulièrement intéressant et brillant. On a 2 minutes 19 pour poser des questions. Qui se lance? Monsieur, et ensuite on a une question là, une question là. Rapidement, s'il vous plaît, en vous levant. Ah oui, pardon. Oui, bonjour. Avec les mini-séismes, vous avez parlé en quelque sorte de signes précurseurs. Il y a en Russie, professeur Poulinets, qui travaille sur d'autres types de signes précurseurs, concernant notamment des émissions de différents rayonnements ou de radon détectables depuis des satellites. Donc il dit plusieurs jours à l'avance. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là en Europe ? Le radon, ça a été un gros sujet en France pendant plusieurs années. Il y a eu des manips du CEA notamment, des gros projets de recherche qui sont développés il y a à peu près une vingtaine d'années. Ça n'a jamais été très concluant. Moi, encore une fois, je ne veux pas utiliser le mot précurseur. On n'en est pas là et je ne sais pas ce qu'on recherche. Nous, on cherche à vraiment comprendre les mécanismes physiques de la préparation des séismes. Je ne veux pas... et on n'est pas sur le radon, on n'y croit pas trop. On ne croit pas trop. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler de phénomènes qui sont à plusieurs kilomètres de profondeur. Et les recherches passées ont montré que ce n'était pas très concluant. Voilà. Donc on est plutôt sur ces méthodes de machine learning pour pouvoir détecter tous les petits signaux physiques liés au séisme et à la déformation aussi peut-être. Ouais. On aura le temps de prendre qu'une seule question. Monsieur, on va vous donner le micro là. Il arrive. Oui, d'un point de vue statistique, plus on a perdu au loto et plus on s'approche du moment où on va gagner. En fait, tout à l'heure, vous parliez de Taïwan, où en fait la priorité c'est l'économie. Et puis vous parliez de la Californie. Les gens ne vont pas dormir dehors pendant 30 ans s'il y a un warning quelconque. Est-ce que vous avez des pressions, vous ne devez peut-être pas le dire, mais est-ce que vous avez des pressions et d'un point de vue économique ou politique pour ne pas communiquer ? Non, aucune. Moi je suis dans un institut allemand, je suis fonctionnaire allemand. On est totalement libre de notre communication. En tous les cas, quand j'étais en France, c'était pareil. Dans beaucoup de pays, et heureusement, les scientifiques ont une parole libre. Mais parole libre, ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi. Et donc, en fait, comme je l'ai dit, il faut qu'on affine nos messages de communication, qu'on soit très précis sur ce qu'on peut faire et ne pas faire, que toutes nos méthodes soient reproductibles et reproductibles par d'autres. Donc, on n'a aucune pression. Ouais, aucune pression. Merci encore à Fabrice Coton. Je crois qu'il a bien mérité un tonnerre d'applaudissements. On se retrouve dans quelques instants pour parler IA et vision des ordinateurs. À tout de suite.